Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui est consacré aujourd'hui à tout ce qui est mesures de chute et impact. Alors, petit point technique pour démarrer, vous devez voir normalement un écran avec la présentation qui s'affiche. En dessous, les petites vignettes avec les personnes qui sont là aujourd'hui pour vous accompagner côté PCB Piezotronics. Et sur votre droite, un onglet chat qui vous permet de poser des questions en direct pour qu'on puisse y répondre. Alors, on répondra soit au fur et à mesure, soit en fin de présentation, on s'organise au fur et à mesure sur les réponses. Mais en tout cas, n'hésitez pas, dès que quelque chose vous passe par la tête, à poser la question sur le chat. Rapidement, donc, je vais présenter l'équipe qui est à votre service pour toute la partie mesure. Donc, on a Luc Mijon qui va faire la présentation aujourd'hui, qui est ingénieur d'application, donc qui nous vient d'Andefco et qui est maintenant intégré PCB Piezotronics et sait vous parler des produits et des technos piézoélectriques, piézorésistifs, capacitives et j'en passe très certainement. Monsieur Philippe Riquet, donc responsable des ventes aéronautiques et défense. Monsieur Christian Medrano, donc chef de marché automobile, transport, test et mesure. Et monsieur Bastien Mille, ingénieur technico-commercial. Donc vous en connaissez sûrement un ou plusieurs là-dedans. Il y a monsieur Philippe de Cordemois qui n'est pas présent sur scène aujourd'hui, mais qui fait partie de vos interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui est travail sur les technologies, notamment capacitives, piézorésisitives et sur les capteurs en DEFCO. Et enfin moi, donc Maïwen Courbeau, qui suis responsable du marketing et du digital chez PCB Piezotronics et donc qui a organisé et monté ces webinaires avec mes collègues. Alors, en termes de présentation, je vais très rapidement refaire un petit focus sur qui on est et comment on est organisé. Et c'est ensuite Luc qui va prendre le relais très très rapidement pour vous présenter, vous parler des technos en fait MEMS et des applications chute. Donc juste un rappel rapide pour ceux qui nous connaissent pas. Bon, ceux qui nous connaissent, ça fait piqûre de rappel et c'est vrai que ça a pas mal évolué ces derniers temps. Donc PCB Piezotronics est une entreprise américaine qui a été fondée en 1967 aux États-Unis à Buffalo, qui a comme spécificité de développer et fabriquer dans ses propres usines les solutions de mesure de grandeur physique. Donc non seulement on a la conception, l'ingénierie, mais on a la fabrication dans nos usines. Donc on maîtrise toute la chaîne de A à Z. Et donc on a intégré le groupe MTS en 2016, donc le groupe MTS qui est leader mondial des systèmes de test haute performance et des capteurs de précision, qui est coté au Nasdaq, donc grosse entreprise américaine. Et on a intégré Andefco donc en octobre 2019, donc il y a tout juste un an. Andefco, qui est aussi une entreprise américaine, qui avait les mêmes spécificités que PCB Piezotronics dans le sens où Andefco développe, fabrique aussi dans ses propres usines ses capteurs et nous a apporté des technos qu'on maîtrisait pas forcément suffisamment bien. Donc tout ce qui est techno MEMS pour les capteurs piézorésistifs et capacitifs. Donc maintenant c'est une unique entreprise PCB Piezotronics qui fabrique des capteurs PCB et Andefco dans ses propres usines sur les deux technos piézoélectrique et MEMS. Voilà. C'est terminé pour moi, donc je vais laisser tout de suite la parole à Luc Mijon qui va vous faire la présentation techno, donc l'objet de ce webinaire. Merci Maïwen, bonjour à tous. Donc Luc Mijon, ce qu'expliquait Maïwen, je suis l'ingénieur application capteur en support, principalement de la partie Andefco sur l'Europe. On va parler donc de la technologie utilisée pour tout ce qui est chute à impact et essentiellement de la technologie MEMS. Le principe du MEMS, ça signifie un système micro-électromécanique. Micro, donc, ces miniatures telles qu'on le voit sur l'image de gauche, ce sont des composants à base de silicium qui vont être assemblés, qui vont être découpés, gravés, et à l'issue du procédé de fabrication vont correspondre en fait à un état monobloc du composant. Ce qui est intéressant, c'est que comme il est miniature, on a un rendement et un ratio qui est vraiment très très faible. On va optimiser son efficacité et sa consommation. Donc, on optimise sa taille, on optimise son poids, très important pour les accéléromètres, et on optimise sa consommation et l'énergie qui est nécessaire pour le faire fonctionner.
L'un des autres intérêts, c'est que ce sont des composants qui sont plats. Donc, qui dit plat dit automatisation et assemblage en série très aisé, donc répétabilité, composition d'éléments OEM. Donc, on a toute une industrie derrière qui va s'intéresser à ce type de technologie, notamment pour leur répétabilité. Et on peut optimiser leur niveau de prix. Quand on regarde l'usine de Californie, donc qui est l'ancienne usine de Andevco à Sunnyvale, au nord de San Francisco, on a une surface de 2000 m², dont 300 m² sont de la salle blanche. C'est vraiment une entité qui est prévue pour la production. Même la partie ingénierie, développement, ingénierie, méthode qui est en Californie aussi, n'est pas dans cette usine-là. Là, on a vraiment focalisé sur la partie production. On y retrouve donc les parties de production, les parties de test, les semi-assemblages, et après, donc, les capteurs seront soit en tant qu'éléments semi-finis, et vendus comme composants, soit réutilisés dans d'autres supports qui seront donc cette fois-ci en Caroline du Nord, pour faire un capteur fini tel que vous connaissez, et je dirais que 90% ou 95% des personnes utilisent aujourd'hui. Voilà, vous avez un descriptif des moyens qui sont utilisés pour ceux qui sont connaisseurs de ce type de procédé de fabrication. Donc, à l'issue de cette usine, ces capteurs MEMS, on va avoir deux technologies. On va pouvoir produire des capteurs résistifs. Capteurs résistifs, on va avoir des accéléromètres, donc le sujet d'aujourd'hui dédié principalement aux mesures de choc. On en fait aussi des capteurs de pression. Mais on peut aussi travailler, suivant ces mêmes conceptions, sur des capteurs, cette fois-ci de technologie capacitive, qui, elles, ont d'autres propriétés, principalement des chocs de faible niveau et des systèmes quasi statiques, des mesures quasi statiques. On peut en produire aussi donc des capteurs de vitesse angulaire. Si vous êtes intéressé sur ce type de capteur-là, il existe d'autres webinars où on peut présenter de façon différente cette technologie. On ne va pas en parler. Donc, la technologie, je reviens sur certaines bases résistives ou dites piézo-résistives. Ce sont des assemblages électriques en pont de Whetstone, donc de 1, 2 ou 4 bras actifs, qu'on va alimenter de façon généralement stabilisée. On va fournir un signal constant. On aura donc un pont qui sera à l'équilibre. Et dès qu'on va faire varier une résistance, on va déséquilibrer ce pont. Ce qui est intéressant, c'est que le signal de sortie qui est délivré en millivolts est proportionnel à la déformation du pont ou au changement des résistances du pont. Donc, appliqué à un accéléromètre, tel qu'on le voit en bas à droite, on va avoir une masse retenue sur une poutre et on voit donc 4 jauges qui sont collées. Et en fonction de l'accélération, on va générer un stress sur la poutre et on va soit déformer en compression, soit déformer en tension les jauges qui composent le pont de Whetstone et le déséquilibrer. Très intéressant, c'est que le pont de Whetstone fonctionne à déformation constante. On peut mesurer le continu, c'est-à-dire que si la poutre est soumise et sa masse, donc les deux sont soumises à la gravité, on va être capable de mesurer la gravité. On peut s'en servir comme un inclinomètre, par exemple, d'un capteur. L'inconvénient qui est à côté de ce capteur-là, c'est que comme on associe donc une zone de concentration de contrainte à un système mécanique, la raideur du système intègre automatiquement une fréquence de résonance. Et plus on veut être sensible, puisque les micro-déformations pour travailler sont les mêmes, plus on va avoir un capteur d'étendue de mesure élevée, plus on aura une forte raideur et donc une forte fréquence de résonance. Inversement, plus on va avoir une étendue de mesure faible, moins la raideur sera importante et donc plus basse sera la fréquence de résonance. Il est difficile avec cette technologie de mesurer quelques G en cherchant des fréquences qui sont à plusieurs dizaines de kilohertz. Là, on va privilégier une autre technologie, très clairement le piézoélectrique. Si on regarde cette fois-ci sur la partie supérieure à droite, les poutres qu'on voyait en dessous sont représentées, mais dans une conception de capteur avec une technologie MEMS. On retrouve bien la masse centrale, qui est la poutre, la partie à gauche qui va être donc les bras qui seront dopés,
pour avoir donc ces résistances et ces variations de résistance. On retrouve exactement le même principe de la poutre et la zone de concentration de contrainte avec des jauges qui sont cette fois-ci pas collées, mais encore une fois, ce sont des bras qui sont dopés. Donc ce phénomène, et on va intégrer dans cet assemblage, puisque ce sont des couches de silicium, des butées mécaniques, un supérieur et inférieur, qui vont pouvoir permettre une protection une protection de la déformation contre les surcharges. Ce qui est intéressant, donc ce que j'ai expliqué sur la mesure de continu, il y a quand même une autre propriété, la déformation et le signal de sortie et l'image immédiate et réelle, donc c'est pas sur la butée, de l'accélération. C'est très important, c'est-à-dire que pour des mesures de choc, le capteur va, même si le choc est violent, même si le choc est court, le capteur et sa déformation, donc son signal, vont suivre le choc sans altération. Après, il y a d'autres phénomènes qui arrivent. J'en parle maintenant. La résonance, dont je touchais quelques mots. On reste encore dans les bases. Hein. Là, je présente tout système mécanique en fait à une réponse en fréquence qui est de ce type-là, système simple, un seul degré. On a une zone qui est plate, de réponse en fréquence qui est plate. Après, on arrive à l'approche de la fréquence de résonance. Ce qui se passe à la résonance, c'est qu'au lieu d'avoir une sortie 1 pour 1 en entrée, on va avoir une accumulation d'énergie qui est potentiellement infinie, et donc créer ce pic de gain tel qu'on voit, qui s'étend de façon très importante, et sur la partie mécanique du capteur, on va le fragiliser, on va solliciter les composants, et si on reste à la résonance, en fait, ça casse. Donc, tout travail à la fréquence de résonance d'un système non amorti, non filtré mécaniquement, potentiellement peut casser. Donc, c'est ce qu'on va chercher à limiter après dans l'adaptation de cette technologie. Donc, on va dire le bénéfice de l'amortissement, puisque c'est de ça dont on parle d'abord. On va minimiser les conséquences de la résonance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une amplification très importante, on va la borner et on va protéger le capteur. Ça a un inconvénient, c'est que si on amortit le capteur, on va automatiquement impacter aussi la partie plate de la réponse en fréquence jusqu'à la réduire fortement. Donc, je vais dire que si jamais on veut travailler avec des fréquences qui sont quand même proches de la résonance, on peut, mais c'est dangereux. Si on veut se protéger contre ce phénomène de la résonance, on peut l'amortir, mais par contre, on perd un petit peu en réponse. Il existe deux types d'amortissement qui sont mentionnés, air et huile. À savoir que air aujourd'hui est désormais le plus commun. Huile est moins privilégié aujourd'hui. Ça permet un suramortissement comme on le voit sur la courbe. Donc déjà, ça la réduit, mais ça a aussi un autre impact, c'est-à-dire que quand on va travailler avec de la température, l'huile va se comporter sa viscosité va être plus importante ou moins importante en fonction de la température, soit proche de l'eau, soit je dirais proche du beurre dans les grands froids. Ça fait un capteur qui a énormément de variantes. La limite en température, je vois la question de Monsieur Bonnet. Je parle principalement la limite de température sur les systèmes à huile. En fait, ce que j'expliquais, c'est que l'huile, quand on va travailler dans les grands froids, donc quand on descend en dessous de -20 ou même -10, de toute façon, son incidence, c'est quelle que soit la température, on va impacter la viscosité de l'huile. Donc, soit on chauffe, on va avoir une viscosité proche de l'eau, c'est comme l'huile de cuisine, et là, du coup, on n'aura pratiquement pas d'amortissement. Donc, on risque de retrouver un pic à la fréquence de résonance. Et inversement, si jamais on travaille dans une valeur trop froide et que la viscosité augmente, on va raccourcir d'autant plus la zone telle qu'on voit sur le pointillé qui est en gris ou rose clair sur la courbe. En fait, on va couper encore plus, comme un filtre passe-bas, la réponse en fréquence du capteur. C'est pour ça que l'huile, c'est très bien à température ambiante. Par contre, dès que ça commence à bouger, ça change les propriétés du capteur. Donc, rappel sur l'amortissement, très intéressant. Ça empêche le capteur de répondre si jamais il est impacté à sa fréquence de résonance. Il faut savoir qu'un capteur non amorti
peut survivre en fait à un impact en fonction de l'impact qui lui est fait, mais par contre va quand même résonner. Et à chaque fois qu'il y a une résonance, on va osciller au niveau mécanique sur cette fréquence-là, avec un nombre de cycles très très important. Par exemple, si c'est 26 kHz sur un capteur de crash, vous imaginez que chaque seconde, il y a 26 000 allers-retours. C'est énorme. Si vous tapez 3 fois dessus ou de façon continue, en fait, le nombre de cycles est très important. On va user mécaniquement les parties de travail du capteur et forcément, ça va à la casse. Donc, on a des capteurs qui immédiatement sont cassés. On a des capteurs qui vont tenir 10 coups et puis bizarrement, du jour au lendemain, on dit bah ça marche plus. Bah oui, parce qu'en fait, on a quand même fatigué avec un nombre de cycles incalculable l'élément sensible, et à un moment ou à un autre, ça lâche. Donc c'est pour ça qu'on amortit. Je dis, il y a des inconvénients, mais il y a aussi cet avantage, c'est qu'on protège le capteur. Après, il y a une autre technique qu'on utilise, soit de façon électrique, soit de façon mécanique. On va filtrer le comportement du capteur. Alors, très clairement, le plus facile, le filtre électrique. Le système mécanique ne change pas. Donc, on voit quand même le pic de résonance et au niveau physique, il y a la résonance. Par contre, au niveau du signal, on ne va pas avoir cette amplification, je ne vais pas dire infinie, mais généralement, on parle de 40 dB, enfin, on a des signaux quand même très très importants sur le signal rendu par le capteur. Et ça a son importance parce que comme lorsqu'on impacte un capteur, toutes les résonances sont excitées. Si la résonance de la fréquence de résonance vient s'additionner sur le signal de mesure, ça génère une erreur. Donc, on va utiliser un filtre qui va limiter cette partie fréquentielle. Après, on a la partie aussi filtrage mécanique. Et là, par contre, on va protéger le capteur. C'est-à-dire qu'on va opposer en fait les deux vibrations, enfin les deux systèmes, qui sont donc dans le même mode, de telle sorte à ce que le capteur ne subisse pas une résonance et donc un cycle infini de très forte amplitude qui pourrait l'endommager. Donc là, on va protéger le capteur. Encore une fois, on va interférer sur, que ce soit électrique ou mécanique, on va interférer sur la réponse du capteur, donc on va perdre une partie des informations. Donc si jamais on veut vraiment travailler au proche de la fréquence de résonance, parce que le capteur, il nous intéresse quand même au plus près de ce qu'on peut utiliser, la plage la plus grande, on va se limiter si on vient filtrer ou amortir le capteur. La dernière, j'en parle rapidement sur une technologie, ce qu'on appelle l'amortissement multimode chez Endefco, qui est déposé. La conception des MEMS, pour principalement aujourd'hui les capteurs de crash, puisque c'est le plus demandeur, on va avoir une interférence de deux modes. On ne parle pas de deux fréquences, comme on peut avoir des systèmes mécaniques avec un seul degré, où on va avoir à telle fréquence un filtrage et à une deuxième fréquence un autre filtrage. Là, on parle de deux modes. L'un qui est trampoline, le classique sur les capteurs de type résistif, et un deuxième qui est un mode de torsion des bras. Donc, on n'aura plus le phénomène trampoline verticale. On aura aussi une combinaison avec une torsion qui va absorber l'énergie de la résonance du premier mode. Donc, ce qui est représenté sur la courbe, c'est la combinaison des deux. Volontairement, jaune et vert, jaune et bleu, ça donne vert. Donc, la résultante de la combinaison de ces deux modes permet d'étendre la réponse en fréquence du capteur. J'en parle pas plus. Vous avez la réponse globale du système. Pareil, si jamais il y a besoin d'en parler, on a des webinaires dédiés à ce type de capteurs, mais ils sont quand même plus utilisés au niveau crash et faible choc que ce dont on va parler derrière. Donc, je vois que Christian a répondu. Ok, merci Christian. Cette fois-ci, l'intérêt des capteurs de choc. Il est très important de distinguer les applications et les informations qu'on veut ressortir de l'essai. Là, on distingue bien deux types de mesures. Le premier, c'est la capacité à encaisser un niveau de G, donc d'impact. On le voit bien avec la représentation max. Et l'autre, c'est quand on va travailler cette fois-ci au rendu de l'énergie qui est la conséquence du choc. Où là, du coup, on va plutôt parler de pièces mécaniques en déformation et généralement associé aussi à l'absorption de l'énergie. Donc, on va travailler non plus sur une valeur brute de l'accélération, mais sur une dérivée souvent première et seconde
pour avoir la déformation et le mouvement. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec les résonances et les amortissements, si on veut travailler avec des pics qui sont très rapides lors d'impact, on va plutôt regarder des capteurs qui ne sont pas amortis pour travailler sur le maximum de leur plage de réponse en fréquence, même avec un risque derrière de dommage. Par contre, si jamais le risque de dommage est très important ou trop important, on va choisir quand même d'amortir le capteur pour le protéger. L'objectif, c'est qu'il mesure, on va perdre un petit peu de données, mais on aura protégé le capteur. À l'inverse, quand on travaille cette fois-ci sur les intégrations et les absorptions d'énergie, on sait très bien que ce n'est pas dans les hautes fréquences qu'on va avoir ce type d'informations et de données pertinentes. Donc, on va plutôt privilégier dans ces cas des capteurs qui sont amortis, voire suramortis, puisque de toute façon, si on a un capteur qui résonne à 30 kHz, 20 kHz, mais que toute notre énergie, les informations en fréquence, c'est 1,5 kg ou 2 kHz, comme les systèmes de sécurité pour l'homme. Hein. Généralement, toutes les normes travaillent à 1,5 kHz, qu'on amortisse le capteur, c'est très bien, ça va le protéger. On est sûr que même si tout s'écrase et que le capteur prend un gros coup, il va être capable de stocker les informations des basses fréquences. On le protège et on est fiable, on n'a pas de résonance, donc on va aussi avoir un filtrage mécanique du bruit. Petit aparté, puisque on parlait de PCB, de choc et de technologie, on ne peut pas parler de PCB sans piézoélectrique. En choc, on utilise aussi du piézoélectrique. Les configurations sont différentes. J'ai représenté en haut à droite la réponse en fréquence d'un capteur piézoélectrique. Enfin, la réponse du signal du capteur piézoélectrique soumis à un choc. Je l'explique la courbe en haut à droite. On voit bien la montée en choc. Ce qui se passe, c'est que si le choc est très violent, on va avoir un phénomène de saturation parce qu'on a la résonance. On sature l'électronique. Donc, il faut que l'électronique soit capable de retirer tout ce stock de charges et d'informations pour redevenir fiable. Mais par contre, on peut avoir un deuxième phénomène en fonction de comment est utilisé le capteur, et c'est très important dans le cadre des essais, qui fait qu'on déséquilibre le zéro. Et si on déséquilibre ce zéro, il va avoir besoin de temps pour revenir à son état initial et réorganiser en fait le cristal. Et cette zone-là, c'est une zone qui va être une erreur, puisque c'est pas la résultante, enfin c'est la résultante du choc, mais c'est pas ce qui se passe physiquement. Donc, s'il n'y a pas de moyens mis supplémentaires pour protéger le capteur, on risque d'avoir ce phénomène-là qui est un problème. Vous ne pouvez plus intégrer quand vous avez un système qui vient saturer et un système qui après se décale en zéro pour revenir après une certaine période de temps qui est souvent proportionnelle. À l'inverse du capteur résistif qu'on va privilégier parce que lui, ce que je disais tout à l'heure, s'il subit une accélération, il a un signal vrai de son accélération, peut saturer en butée, hein. Mais dès qu'il est dans sa plage de mesure, il va vous donner le signal vrai. Et ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir intégrer. Et si jamais vous relâchez, vous revenez à zéro, il va revenir à son zéro. S'il résonne, ça va être autour de sa résonance, mais il va revenir à son zéro. Par contre, quand on travaille avec cette fois-ci des phénomènes qui sont maîtrisés, qui n'ont pas cette incidence, qui excite la résonance, donc un peu plus amorti, ou des signaux d'une énergie plus longue, alors cette fois-ci pas de type Dirac, mais plutôt de type palier ou sinus, comme on peut faire avec le système pneumochoc. Là, il y a un intérêt à utiliser le capteur piézoélectrique parce qu'il a une raideur qui est plus importante que le capteur résistif. Donc, si on maîtrise le phénomène et qu'on veut voir la dynamique du capteur, là, on va utiliser un piézoélectrique et même pour étalonner des capteurs résistifs de crash. C'est-à-dire qu'en essai, on va privilégier le résistif pour la mesure de crash. En étalonnage de ces capteurs de crash, on va privilégier le capteur piézoélectrique. Ça peut être un peu difficile à comprendre, mais c'est ça. L'essai et l'étalonnage, ce sont deux choses complètement différentes et du coup, on n'utilise pas les mêmes capteurs. Rappel, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors là, Maïwen, donc le temps que j'explique, je veux bien que tu lances la vidéo, s'il te plaît. Parfait. Là, vous trouvez la chute d'un sarcophage en béton. C'est un essai qui est fait par l'Andra. Certains l'ont déjà vu, ceux qui ont déjà regardé c'est les webinars sur le résistif. C'est un sarcophage en béton qui vient protéger donc une poubelle
de déchets radioactifs. Quand on voit le choc qui est fait, du coup, Maïwen, je veux bien que tu relances la vidéo. Je dois pouvoir relancer la vidéo, moi. Hop, voilà. On voit qu'il chute, essaie de chute. Le sarcophage en béton est là pour protéger la poubelle. On a plein de capteurs possibles dans ce type d'essai pour le choc. Le premier, j'expliquais, on peut s'intéresser au niveau de G max subi par le sarcophage en béton. Donc là, on va avoir besoin d'un capteur de très très forte dynamique pour pouvoir avoir justement le pic max de l'impact. Après, on voit qu'il y a les débris qui viennent amortir le choc, ou le choc du moins se réverbère et brise en fait la partie béton. Et là, il y a l'absorption d'énergie. Dans cette absorption d'énergie, on va être intéressé pour regarder si on a absorbé toute l'énergie. Et on peut ajouter d'autres capteurs sur un troisième type de mesure, c'est-à-dire le mettre cette fois-ci sur la poubelle en métal que vous voyez, pour voir quel est l'impact résultant donc du choc initial, de l'absorption, et ce qui a fini par se propager sur la poubelle, pour tester sa rigidité et surtout, vu que ce sont des matières radioactives qui sont dedans, voir si ça développe des fissures, si ça peut l'ouvrir, toutes les conséquences. Donc on a vraiment, avec un seul essai, trois types de mesures possibles. Ah, bah tiens, on revoit la vidéo. Hop, du coup, je la passe. Ah, Maïwen, c'est parce qu'il faut revenir sur la présentation, s'il te plaît. Comment je fais? Stop de partage d'écran. Maïwen, s'il te plaît, peux-tu revenir sur la présentation? Je ne sais pas comment sortir. Là, je suis en boucle sur la vidéo. Ouais, j'essaye de la partager, mais je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as tout cassé. Je touche plus. Alors, je recommence. Je reprends la main. Hop. Voilà, Ah, ça y est, on est sur le PDF. j'ai trop parlé pour l'instant. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, je parlais mesure de choc. On intègre pour voir ce qui se passe et notamment les intégrations donc en vitesse puis en déplacement. Si vous regardez sur cet essai, donc qui est un profilé aluminium qui a donc deux blocs métalliques, on voit sur la petite photo zoomée les deux capteurs qui sont dessus, qui sont comparés. Là, le bloc métallique, il ne se brise pas. On parle d'impact métal-métal. Il y a toute l'énergie qui est issue de l'impact du bloc qui est transmise au capteur. Je parlais du fait de revenir à zéro. Là, on voit le comportement de capteurs de deux technologies. Le premier qui est en rouge, qui est non amorti. Donc, on voit bien, il prend l'impact et il vibre. Et le bleu qui, lui, a un amortissement, quel qu'il soit, qui fait qu'on évite donc cette résonance, du moins on revient à zéro. Et le peu de déséquilibre qu'on a de retour à zéro du capteur qui est en rouge, dès qu'on va l'intégrer, on voit bien qu'on va décaler sa vitesse. Si jamais maintenant je veux revenir au déplacement, imaginez bien que cette erreur de vitesse, puisque le bloc, une fois ils sont arrivés en contact, il n'y a plus de vitesse. Donc c'est vraiment une erreur capteur, c'est pas le phénomène physique. Si je l'intègre encore plus pour voir ce qui se passe au niveau position, on serait complètement dans les choux. Donc l'intégration du signal nécessite d'avoir un capteur qui a un retour à zéro le plus faible possible, voire inexistant. Sur la partie cette fois-ci applicative, il me reste quelques minutes. Donc j'ai marqué en haut à droite le petit logo qui dit quel est le type d'essai qu'on va faire avec ces essais. Là, c'est de la surface d'aire de jeu d'enfant, qu'on peut avoir aussi dans le sport, hein, puisqu'il existe les tapis magiques et autres qui sont utilisés. On va regarder donc avec un trépied le comportement du sol pour la chute de la tête d'une personne, d'un enfant. Là. La tête est équipée de capteurs. On va avoir l'impact sur le sol, mais surtout le comportement de la tête et toute l'énergie qui sera subie par la tête lors de l'impact et de l'enfoncement du sol. Donc on va vraiment travailler avec un capteur amorti, là c'est de la basse fréquence qui nous importe. Donc sur la partie validation de surface, rapidement, les capteurs standards, on peut avoir donc la version 726 CH. L'intérêt, c'est qu'il y a 600 millivolts. Il a ce double amortissement dont on parlait tout à l'heure. Et la version équivalente en triaxe, si jamais il y a des modifications d'angle de tête, qu'on voit d'ailleurs ici. Là, on va parler de dommages crâniens. C'est plus
l'absorption du sol qu'on va caractériser, mais c'est les dommages, cette fois-ci d'impact, pardon, sur la tête. En fonction, vous voyez en bas sur la photo, il y a marqué Anvil, donc on a l'enclume. On va changer le type d'enclume. On va mettre du métal, on va mettre du béton, on va mettre de la glace, et on va mettre du bois. Ce sont sur cet essai-là où on a le lien qui est présenté avec le rapport, les types de surfaces qui ont été caractérisés. Cette étude-là, elle est intéressante parce qu'elle est issue de constats au niveau des États-Unis et au Canada. Ils l'ont faite après avoir constaté qu'il y avait 750 000 cas d'urgence à l'hôpital pour des enfants qui sont tombés et des têtes, enfin, qui sont allés à l'hôpital en urgence après une chute. Donc, ils ont cherché à faire cette étude. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 9 capteurs dans cette tête d'hybride. C'est 9 capteurs parce qu'en fait, là, on a un choc frontal, mais ils ont fait aussi les essais en choc latéraux, si jamais c'est la nuque qui est impactée. Donc, quand vous combinez les positions de chute et le type de surface, ça fait plein d'essais, plein de possibilités derrière. Donc là, encore une fois, c'est l'impact qui est important. On va privilégier les capteurs non amortis pour avoir le maximum de contenu fréquentiel. Cette fois-ci, on va travailler sur de la protection, 2 types de protection différentes. On voit bien en haut le casque du sportif, donc un essai avec un impacteur. On ne parle pas de chute là, mais globalement, c'est le même principe. On a l'impact sur la tête et après, on va mettre le casque d'absorption qui va justement permettre de mesurer cette fois-ci à l'intérieur de la tête la résultante et l'amortissement généré par le casque. Alors, encore une fois, amortissement généré par le casque, on va chercher à intégrer avec un capteur amorti. Celui qui est en dessous, c'est différent. C'est un casque militaire. La première priorité du casque, c'est d'abord que la personne qui est dedans ne meure pas. Donc là, cette fois-ci, c'est plutôt la résistance du casque et de sa surface qu'on va tester. On va plutôt travailler avec un capteur dynamique et des essais avec des niveaux de G qui sont très importants. Donc on voit bien, hein, on parle dans les 2 cas de casque, mais par contre, ce n'est pas du tout la même finalité de l'essai. Donc là, en repartant sur les dommages crâniens, là, on est principalement ce qu'on a présenté, c'est pas les capteurs qui sont sur l'impact, mais les capteurs plutôt en rendu d'absorption. Ce sont des capteurs qui sont aujourd'hui reconnus, le 7264C, donc qui est un standard des mannequins hybrides qualifiés, le 7264H, qui lui aussi est qualifié par l'Euro NCAP sur la partie sécurité piétonne. Et le 7268C, il existe la version 7268D, où l'un est non amorti et l'autre est amorti. J'avance. Donc les essais, on va parler d'impact sur structure et matériel. Deux images pour ce type d'application. On imagine bien la partie ligne de vie et absorbeur de choc en position de chute, donc verticale, là où au niveau du véhicule, on est en horizontal, c'est le même principe. Et d'ailleurs, certains essais automobiles sont faits avec un lâcher de masse sur la pièce à tester. Ça fonctionne aussi avec un principe de chute. Là, on voit immédiatement que la fonction de la structure est testée ou du matériel testé, c'est sa capacité d'absorption. Donc, on va chercher l'énergie, on va chercher à revenir aussi à la déformation, à savoir que tout ce qui est issu de calcul par élément fini sur les pièces, on va confirmer que la déformation est l'image de ce qui a été dessiné. L'intérêt des capteurs qui sont là-dessus, très bas, phénomène basse fréquence. La haute fréquence ici n'a pas d'importance. Les capteurs souvent doivent être le moins chers possible parce que vu où ils sont exposés, ils peuvent casser. On va aussi privilégier des capteurs qui vont être à coller ou qui ont des facilités de montage parce qu'on veut au moins impacter, notamment sur les pare-chocs, qui est un exemple ici, la matière même. Si jamais je viens faire des trous pour ajouter des capteurs, je change le comportement mécanique et donc potentiellement j'induis des erreurs dans mon essai. Donc on va avoir des capteurs qui sont à présenter après, mais qui sont collés plutôt. Là on parle d'aérolargage avec notre joli Père Noël qui est un peu en avance. On imagine très bien le principe par contre. C'est-à-dire que tout ce qui est envoyé par hélicoptère dépose là où on ne peut pas arriver de façon terrestre. D'ailleurs, l'exemple qui est cette fois-ci au milieu, c'est un sac container de bouteilles d'eau gelées
où en fait on va faire un puits de chute, on va laisser le système tomber, où on aura, comme le sarcophage de béton qu'on avait vu avant, la mesure d'impact. On va voir le niveau de jet d'abord qui est transmis par le choc, comment le matériel et combien le matériel subit, et ensuite l'information sur ce qui est le contenu du sac, voir quel est le niveau de jet subi, si jamais on a bien eu l'absorption du sac au contenu. Le test ici, donc, ce sont des bouteilles de glace avec un sac, mais il existe le même test pour des véhicules de type Jeep qui sont envoyés sur des plateformes complètes en aérolargage. Et le test est exactement le même. Soit on va tester la structure avec qui est alvéolée, pardon, pour voir son absorption et le choc qu'elle subit lorsqu'elle tombe au sol, mais on va potentiellement tester aussi le véhicule en mettant des capteurs pour vérifier que elle n'a pas subi trop de dommages et que du coup, quand la Jeep arrive, par exemple, sur le sol, on peut l'utiliser. Il est aussi important d'avoir l'enveloppe solide que sa fonctionnalité qui est de faire que quand ça arrive au sol, ce soit encore utilisable. Ce sera dommage d'avoir des cadeaux de Noël cassés. Donc là, on a les deux types d'essais. Encore une fois, les capteurs qui sont notés, j'avais dit sur la structure, on va privilégier quand même plutôt des capteurs qui sont collés parce que si ce sont des petites structures, dès qu'on va faire un trou dedans, on va changer son comportement fréquentiel et sa déformation. Donc la partie mono, la partie triaxe qui reste le même type de capteur. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que le 713, il existe donc en version A et en version F. La version A, c'est celle que vous voyez qui est à coller. La version F a deux petites oreilles de montage. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est donc la connectique et l'identification. C'est quelque chose que Andefco apporte et propose aux clients. Alors, unitairement, c'est plus compliqué, mais dès qu'on a des petites séries, c'est beaucoup plus simple. Je reviens à votre question, Monsieur Bonnet, après, je viens de la voir sur le chat. Là, c'est la partie, en fait, vous avez un panel de capteurs standardisés parce que vous utilisez toujours telle énergie. Je ne vais pas citer de collègues, mais imaginez bien qu'ils peuvent tous avoir des sub D9, ils peuvent tous avoir des connecteurs LEMO, ou pour des cas de crash, par exemple, là c'est du Omnetics qu'on a aussi en tant que connecteur. Il est plus pratique pour l'utilisateur d'avoir ces capteurs livrés avec les bons connecteurs pour les électroniques, pour une sortie de stock et un montage immédiat, plutôt qu'un assemblage sur le site et ensuite une mise en place avec les conséquences qu'on peut avoir sur les erreurs de câblage, sur le fait que ça prend du temps et que du coup, quand on a un capteur cassé qu'on veut remplacer immédiatement, ça nécessite du temps pour le remplacement. C'est quelque chose qu'on propose. On a aussi la partie tête, ce qui se fait de plus en plus, ou puce identifiant, qu'on intègre dans le connecteur, rarement dans le capteur, parce que le capteur, on va encore une fois privilégier sa taille, son poids, donc rajouter des composants à chaque fois quand on a un choc, ça peut générer d'autres contraintes, donc on va souvent le mettre dans la partie connecteur. Voilà. Alors, quel type de colle préconisez-vous? Alors déjà, le collage est un point clé pour les essais. Oui, toujours. En fait, tout le système de montage ont des avantages et des inconvénients, principalement sur leur contenu fréquentiel, à savoir que la meilleure des fixations, c'est le vissage. Après, on va avoir le collage, où là, on va pouvoir travailler en fonction des composantes fréquentielles. On va travailler simplement avec de la cire d'abeille, ou alors on va avoir de la colle de type cyano. Il faut faire attention, c'est que forcément des colles qui peuvent partir avec un peu de température, c'est quand même pratique, ou avec un petit peu de solvant, c'est pratique. Des colles qui sont trop résistantes et qui, par exemple, nécessiteraient qu'on donne un coup sur le capteur, ça c'est un coup à casser le capteur. Donc, c'est variable. Il y a certaines températures, les capteurs sont carrément soudés. C'est vraiment l'application qui va dire comment on va travailler. Après, les autres qui restent, c'est le magnétique, qui a d'autres conséquences, et le dernier qui est le double face. Ça marche très bien quand on caractérise des capteurs à un très faible niveau de fréquence. On a des recommandations. On a ce qu'on appelle chez des TP, Technical Paper chez Andefco, et des TN, Technical Notes chez PCB, qui sont des préconisations de montage de collage. Et notamment, Monsieur Favière, le type de colle est mentionné sur ces documents.
Le mieux, c'est que je vous envoie ces documents, du coup, ou qu'on vous envoie ces documents. Alors, la colle ciment, ça, monsieur Battaglini, il faut que je connaisse les propriétés de la colle que vous mentionnez, parce que comme ça, je ne sais pas vous répondre. Je suis pas, du coup, je pense qu'on va finir par l'envoyer à tout le monde, tous ceux qui participent au webinaire. Le dernier document qui est présenté, c'est plutôt un clin d'œil, parce que c'est toujours intéressant. Ce sera fait, monsieur Jean. C'est un document qui a été fait suite à toutes les études, vous voyez dans les présentations qu'on a faites, il y a beaucoup de sécurité. Je regarderai du coup la colle que vous mentionnez. Alors attendez, pour des équipements suspendus, quel type de capteur? Si c'est suspendu, c'est amorti. En fait, c'est l'impact qui a son importance. Quel est le conditionnement Alors attendez, du coup, je vais répondre aux questions. Vous pouvez voir ce qui est exposé. Vous imaginez très bien ce que ça représente, mais je vais répondre à vos questions. Pour des équipements suspendus, quel type de capteur? Très clairement, si c'est suspendu et que vous allez mesurer la chute, bon, normalement, vous devriez avoir un G. Si vous n'avez pas un G et que c'est pas un lâcher, c'est que vous avez un rail de guidage. Vous allez avoir le frottement en fait qui va venir se superposer en fait à la chute. Mais si c'est tel que je connais vos essais, Monsieur Favière, généralement, c'est la gravité que vous allez avoir. Par contre, au moment où vous allez avoir l'impact, c'est là où c'est très intéressant de savoir si c'est ce que j'expliquais, l'impact sur le sol, qui lui va être très élevé. Et immédiatement, si votre capteur est derrière sur les systèmes qui vont l'amortir, automatiquement, on aura déjà un niveau de G beaucoup plus faible et des composantes beaucoup plus faibles aussi. Alors, pour une plaque d'acier, de haut niveau de G. Si c'est 10 G, ça me surprend que sur une plaque d'acier, vous soyez juste à 10 G. Si on fait un choc de type métal-métal, ce sera quand même beaucoup. 10 G suspendu, globalement, vous pouvez avoir quasiment toutes les technologies, mais je ne prendrai pas le piezoélectrique parce que si on a des composants de basse fréquence, le piezoélectrique, lui, va avoir un autre phénomène qui a une décharge en fait, qui va avoir une décharge en même temps qu'il mesure. J'ai du mal pour obtenir 10G avec un choc sur plaque d'acier. Si vous faites tomber sur un capteur sur un sol en béton, par exemple, où l'acier a une dureté qui peut être assez proche quand même, enfin c'est au niveau de l'impact, on arrive très vite à des milliers de G. Par contre, si le capteur est à l'intérieur d'une structure qui, elle, va commencer à amortir, on va tout de suite retrouver des valeurs qui seront plutôt aux alentours de 200 ou 500 G. C'est tout de suite beaucoup plus faible. Alors, justement, capteur de choc, il y a une notion d'étant une mesure en G. Alors, attendez, je remonte d'abord au niveau des questions. Quel est le conditionnement pour les capteurs MEMS? Alors, conditionnement, monsieur Gautrelet, si c'est le conditionnement mécanique, tous les capteurs qu'on livre sont fournis dans des mousses. Et même l'élément sensible des capteurs ont une surprotection pour éviter justement des impacts. Parce que quand on les déplace ou quand on les manipule, ce type d'essais peuvent être dangereux parce que ce que j'expliquais sur la chute sur du béton ou sur de l'acier, même sur une table très très dure, on arrive très très vite. Au niveau du conditionnement électrique, merci, c'était le deuxième point que j'allais aborder. On travaille avec généralement une alimentation stabilisée aux alentours de 10 volts. Alors, ils sont tous donnés, ou pratiquement, quel que soit le fabricant, hein, en allant de 1 volt à 15 volts, grand maximum. Je préconise 5 volts ou 10. 10 volts pour avoir plus de sensibilité, du coup on a un meilleur, si on a un bruit propre, on a une plus faible incidence du bruit sur le signal. 5 volts très utilisé couramment parce que beaucoup de systèmes embarqués alimentent en 5 volts pour éviter de consommer trop sur les batteries et que par exemple sur les cas des capteurs H de Andefco, on a 600 millivolts sous 10 volts d'excitation. Donc même avec un 5 volts, on a 300 millivolts de signal. C'est énorme. Si vous comparez ça avec des capteurs, on parlait des capteurs avec un amortissement en huile, là on va avoir des jauges collées qui sont en matériaux semi-conducteurs.
Alors, on est plutôt aux alentours de 100-150 millivolts, donc sous 10 volts. Donc, on a déjà 2 fois plus sous 5 volts. Et si pire encore, mais ça a d'autres avantages, on travaille avec des jauges métal. Je ne connais pas beaucoup d'accéléromètres avec des jauges métal, mais une jauge métal, on sait que sous 10 volts, on est plutôt aux alentours de 20-30 millivolts maximum. Donc, avec un capteur MEMS, on a 300 millivolts sous 5 volts d'excitation. Enfin, c'est énorme. C'est plus que ce que beaucoup de gens demandent. Juste avant capteur de choc, il y a aussi une notion d'étant une mesure en G. Toujours, quand on raisonne. Alors, quand on raisonne, j'avais expliqué sur la partie piézoélectrique. Le piézoélectrique, surtout, j'espère que je ne parle pas trop vite. Moi, j'ai pas de souci pour continuer à répondre aux questions. Hein. C'est justement vous qui faites qui faites ces présentations. Ce sont vos questions et les réponses qu'on peut apporter. Donc ça, c'est la réponse à M. Seznec. Quand on travaille avec un capteur piézoélectrique non amplifié, c'est-à-dire tant qu'on ne met pas de circuit RC derrière, comme les capteurs IEPE ou ICP, en fait, dès qu'on va solliciter le capteur, on va sortir des charges. Plus l'excitation, le choc ou la vibration est importante, plus on va sortir de charge. Donc, on va être capable de travailler avec un capteur très très raide et on va juste changer le gain. Donc, on peut travailler sur des très faibles niveaux de G, tout comme des très forts niveaux de G. Il faut juste s'adapter au niveau de l'électronique derrière. Quand on va raisonner ce que j'expliquais avec des capteurs à jauge, on va toujours travailler avec un niveau de micro-déformation correspondant au déséquilibre du pont constant. C'est globalement, si je fais un capteur 10G, je vais avoir, je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est 1200, mais je ne veux pas dire de bêtises, surtout sur les MEMS. On va avoir un niveau X de micro-déformation. Si jamais maintenant je passe sur un 1000G, je vais avoir une raideur pour faire de telle sorte que j'ai la même quantité de micro-déformation et donc le même signal. Par contre, l'incidence, ce que j'expliquais, c'est que la raideur, qui est pour 10G relativement basse, sera très importante sur un capteur qui va mesurer 1000G, qui aura une raideur qui est plus haute. Et là, c'est vraiment critique quand on parle de choc, puisque c'est le sujet du jour. Si jamais je veux avoir une composante importante en fréquence, je ne peux pas mesurer 10G avec un capteur MEMS. Je vais avoir une fréquence de résonance qui va être peut-être aux alentours, je dirais, sur 10G, on va être à 700 Hz. Un système dynamique limité à 700 Hz, pour nous, on ne va plus le qualifier comme dynamique. On va plutôt chercher des fréquences qui sont au moins au-delà de 1 kg ou 2 kHz. Donc, on va plutôt chercher à privilégier d'autres technologies. Il faut faire attention aux limites des autres technologies, mais là, il n'est pas adapté. Le capteur, par contre, de type DC, résistif, et capacitif, et c'est pour ça qu'on a cette gamme de capteurs capacitifs. Lui, il va être capable de justement travailler avec des niveaux de G très importants et fiables, et avoir une sensibilité qui est propre. C'est-à-dire qu'on va diminuer quand même fortement, ça reste mécanique, sa fréquence de résonance, mais par contre, on va quand même avoir un signal plus important ou un comportement du capteur plus important pour avoir une mesure propre dans les faibles niveaux. Si j'utilise, imaginez bien un capteur 2000G, je parle beaucoup. Si j'utilise un capteur 2000G et que je veux travailler sur 10G, je suis à 0,5% de l'étendue de mesure. Là, par contre, même si je travaille sur 300 millivolts, j'ai plus rien comme signal. Donc, il faut vraiment que je trouve une autre sollicitation. Et si je passe sur de la jauge collée, je vais avoir ce que je vous expliquais, une raideur qui va être tellement faible que j'aurai rien d'exploitable. Électrique alimentation, Monsieur Gautrelet, du coup, je pense avoir répondu. Monsieur Boinet, avez-vous des capteurs qui résistent à haute température? Ah, bah là, vous tombez sur la limite de cette technologie. On n'en a pas parlé. Le capteur résistif, généralement, on va le limiter jusqu'à 120 degrés. Le MEMS, au-delà de 120 degrés, c'est plus compliqué. On en a quelques-uns, mais sur la partie pression. Et encore, je pense que il est très bien. Il est utilisé pour sa dimension parce que c'est du tout petit, ça a une très haute fréquence, cette fois-ci sur la pression. Mais ça a quand même des dérives. C'est un système résistif et température, on aime pas beaucoup quand même. On va le compenser, mais il y a quand même de la dérive en sensibilité et en zéro. Donc on va privilégier immédiatement le capteur piézoélectrique, qui lui a des propriétés en température qui sont
Enfin, exceptionnel, oui, le capteur piézoélectrique, on monte jusqu'à 650 degrés, on ne fait pas de choc à 650 degrés. Enfin, j'ai pas d'exemple d'application comme ça, mais on a nettement moins d'incidence de la température sur les cristaux et les quartz ou la céramique. D'ailleurs, j'en profite. Dans 2 jours, on a un webinar sur les capteurs piézoélectriques où on va parler des capteurs UHT12, qui sont les éléments sensibles piézoélectriques pour la haute température. Qui dit haute température dit basse température. On se limite sur les MEMS à moins 40. À chaque fois, c'est vrai qu'on fait référence notamment à des systèmes dynamiques qui tournent et qui sont en haute fréquence, en haute température. On peut parler de froid aussi. Le capteur MEMS est généralement prévu pour fonctionner jusqu'à moins 40. Après, il faut travailler avec une autre technologie. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui sont dans la liste. Est-ce que, Monsieur Favière, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on en discute à côté, parce que j'ai du mal à comprendre en fait la corrélation entre la plaque d'acier et l'IG, si ça vous va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois Monsieur Favière qui écrit. Oui, Voilà. parfait. Rendez-vous est pris alors. Maïwen, je te laisse conclure. Oui, bah, j'attends de S'il te voir plaît. encore s'il y a quelques questions. Tu as fait le teasing du coup pour le prochain webinar, donc ça c'est parfait. Juste aussi, on a prévu en décembre un autre webinar qui sera orienté sur les solutions d'étalonnage. Donc station d'étalonnage portable, plus ou moins portable, enfin tout ce qui est étalonnage, tous les produits qu'on peut proposer pour l'étalonnage et quelles sont les règles d'étalonnage et pourquoi étalonner. Donc on n'en a pas encore fait la communication, mais ça va arriver très prochainement dans vos boîtes mail. Donc les prochains rendez-vous, c'est donc ce jeudi, puis courant décembre. Et ensuite, Maïwen, on en aura plein d'autres, bien sûr. Maïwen, Oui, par rapport aux différentes questions qui sont posées, je pense qu'il va falloir mettre en place peut-être un webinar sur les collages et surtout le montage en général des accéléromètres. oui, c'est ce que je m'étais noté aussi. Donc on est en phase là-dessus. On va vous préparer un petit webinar vraiment très pratique dédié sur les différentes options de montage des capteurs et avantages et inconvénients de chaque option. Et quand est-ce qu'il faut choisir l'un plutôt que l'autre, avec l'aide de mes collègues. Ça va nécessiter un petit peu de temps de préparation, je précise. Oui, ça début 2021, voilà. Par contre, on vous envoie quand même les notes techniques et papiers techniques des sociétés qui en parlent. Ça vous donnera déjà un avant-goût, alors tout est en anglais, mais ça vous donnera déjà les informations qu'on pourra débattre et discuter voilà, dans le prochain webinaire. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et de votre participation active et on vous attend très prochainement dans nos prochains webinaires. Donc comme je vous ai dit, de toute façon, il y en a tous les mois, donc on vous communique en général en début de mois la liste des webinaires du mois. N'hésitez pas à vous inscrire. On arrive juste à ce que j'allais vous expliquer. Donc suite à ce webinaire, on va vous adresser donc le support qu'on vous a présenté, le lien vers le replay. Et on va éventuellement vous recontacter pour avoir aussi votre retour sur ce webinaire et travailler, nous, à l'amélioration continue de ce qu'on vous propose. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie encore une fois pour votre participation et je vous dis à bientôt. Au revoir et bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.